Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Grimat, un coureur et aventurier qui a fait du froid extrême son terrain de jeu. Ancien chasseur alpin, habitué à repousser ses limites dans des conditions hostiles, Guillaume a quitté les Alpes françaises pour s'installer dans le Yukon, au nord-ouest du Canada. Musher, ultra-trailer et désormais finisher de l'une des courses les plus difficiles au monde, il nous partage aujourd'hui son incroyable expérience sur la Yukon Arctic Ultra. Sur plus de 600 km, dans des températures atteignant moins 40, Guillaume a tracté une poulka de 30 kg et enduré l'isolement extrême. Dans cet épisode, il revient sur sa préparation, ses nuits passées à la belle étoile, la gestion du froid et du mental face à la rudesse de l'environnement. Il nous partage aussi ses moments de doute, d'euphorie, sa rencontre avec Mathieu Blanchard et ce qu'il retient de cette épreuve hors norme. Une aventure glaciale et fascinante. Mais je ne vous en dis pas plus. Guillaume va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Course Épique. Salut Guillaume. Salut Guillaume. J'adore ton prénom. Merci, moi aussi. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment est-ce que ça va? Est-ce que t'es bien au chaud? Ça change, non? Ouais, c'est ça, je suis bien au chaud. J'ai le thermomètre juste à côté de moi, donc je peux checker combien il fait dehors et dedans. Et donc je suis bien content d'être dedans quand même. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Là, je suis toujours au Yukon. Je suis une 60aine de kilomètres au nord de Whitehorse, dans un chenil de chien de traîneau chez des amis qui m'accueillent pour l'hiver. Sympa. Guillaume, on est aujourd'hui le 17 février. Figure-toi que ce même jour, il y a 46 ans, 9 volcans des îles Galapagos sont entrés en éruption simultanée. Un phénomène géologique très rare qui a retenu évidemment l'attention des scientifiques du monde entier. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as l'impression que tout partait en sucette en même temps? Peut-être l'UTMB l'année dernière, où j'étais prêt physiquement, mais en fin de compte, j'ai un peu délaissé tout le reste, côté mental, côté nutrition. Et en fait, à un moment dans la course, il y a plus rien qui allait, quoi. Il y a plus rien qui allait. Et puis j'ai juste traîné mon corps jusqu'à l'arrivée. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Place à notre traditionnelle question d'ouverture du podcast avec ta présentation. Tu connais le podcast, je crois. Donc, tu connais la contrainte que j'impose à mes invités. Ouais, un petit peu, ouais. Tu ne peux pas me parler de sport. Qu'est-ce que doivent savoir nos auditeurs de toi qui ne connaissent peut-être pas encore, qui ne concernent pas le sport? Donc, je suis né à Aix-en-Provence, dans le sud. J'ai grandi à Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, c'est une petite vallée où un peu tout le monde se connaît. Donc en fait, les copains que j'ai eus, je les ai rencontrés à la crèche. Et puis c'est encore les mêmes maintenant. Sympa. Quand j'ai bientôt 27 ans, dans 5 jours. Ils sont encore à la crèche ou pas? Non, je pense qu'ils ont grandi en même temps que moi, normalement. Et donc voilà, après un bac scientifique, je suis allé à l'armée, à Annecy, dans les chasseurs alpins, pendant 5 ans, qui était vraiment une super expérience. J'ai beaucoup aimé ce milieu-là. Et à la fin de mon contrat, après j'ai un peu enchaîné, j'ai repris des études dans la restauration, que j'ai arrêté au bout de 3 mois, parce que finalement ça me convenait pas complètement. Et donc après j'ai fait quelques saisons donc en restauration. J'aime le milieu. Donc en restauration, une saison hiver en tant que serveur, une saison été en tant que barman dans l'événementiel. Et puis 2 ans et demi, maintenant je suis au Canada, où j'ai fait 1 an au Yukon, 1 an en Colombie-Britannique, et puis je suis revenu au Yukon ici il y a 6 mois pour préparer cet Arctic Ultra. Voilà un peu mon parcours de vie. Bravo, tu as réussi à pas parler de sport, c'est très très rare. Pourtant le sport a quand même fait partie de toutes les étapes de ma vie. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de ta pratique du sport justement dans ta jeunesse? Est-ce qu'il était présent déjà beaucoup? Oui, c'est donc du coup comme j'ai grandi à Barcelonnette et donc entouré de stations de ski, mon père travaille en station. J'ai commencé à skier à 2 ans derrière la maison. Et puis après j'étais en club de ski jusqu'à mes 10-12 ans.
Et après, une fois rentré au collège, j'étais en classe activité sportive de la montagne. Donc en fait, on faisait escalade, vélo, course d'orientation, ski de fond et ski alpin l'hiver. La belle vie. Ouais, c'est donc collège et lycée. Donc vraiment entre 12 et 15 heures de sport par semaine. Et puis après, j'ai enchaîné, donc comme je l'ai dit, à l'armée, dans les chasseurs alpins, où la condition physique est quand même importante. Donc toujours pas mal de sport. Et puis à ce moment-là, j'ai aussi j'ai découvert le trail un peu plus tôt, quand j'étais au lycée. C'est là où j'ai participé à ma première course à 16 ans. Le trail du Baye Salomon de chez moi, que j'ai fait avec ma mère, qui travaille aussi, qui court aussi. Et puis depuis, j'ai toujours Celle qui t'avait incité à y aller? Non, c'est plutôt moi, en fin de compte. C'est quand j'étais petit, je me rappelle qu'elle allait participer à des trails. Tu l'as embrigadée. Donc voilà, elle m'a un peu donné le goût de cette pratique-là. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu veux bien venir le faire avec moi? Donc on l'a fait chacun à notre rythme, mais on était sur la même ligne de départ, et donc c'était cool de partager ça avec elle. Et puis après ça, Est-ce que c'est une expérience qui a été à la pleine hauteur de tes attentes, de ce que tu imaginais? Oui, c'est complètement. Donc c'était chez moi, donc je connaissais déjà un peu les chemins, je savais à quoi m'attendre, ce que j'allais traverser. Mais le fait de porter un dossard pour la première fois, ça rajoutait quelque chose. Et donc comme j'ai quand même un bon esprit de compétition, c'est vraiment une expérience qui m'a tout de suite plu, et donc j'ai pas arrêté depuis. Est-ce que tu as rapidement pressenti que tu résisterais pas à l'appel des formats plus longs? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est construit la suite, ta progression, et puis les formats de course qui t'ont appelé progressivement? C'est ça, c'est un peu, donc ce premier trail, c'était un 11 km. Comme j'avais 16 ans, je pouvais pas faire plus à l'époque. Mais bien sûr, je regardais après les gens qui allaient courir sur le 21 ou sur le 42, et je me suis dit, voilà, plus tard, je veux faire celui-là aussi. Un jour, j'irai. Voilà. Donc après, quand j'ai eu l'âge, j'y suis allé. J'ai d'abord fait le 21, puis le 42. Et puis, bien sûr, je me suis renseigné sur les courses qu'il y avait ailleurs que dans ma vallée. Et donc voilà, découverte de l'ultra trail, des autres ultra trail, UT4M, UTMB, bien sûr, Diagonale des Fous, dont je rêve toujours de participer maintenant. Donc tu as participé à pas mal de courses, tu t'es illustré sur des formats 30 km, et puis ensuite tu as franchi la barre des 100 km, notamment au Lisbonne UTMB, et puis il y a eu l'UTMB, donc tu as commencé à nous en parler tout à l'heure. Suite à ça, en tout cas, c'est ouvert ton cycle de prépa pour la Yukon Arctic Ultra. La course, elle n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Comment est-ce que il s'est passé cette UTMB? Qu'est-ce qui a pas fonctionné comme t'imaginais? Qu'est-ce que tu changerais au regard de la façon dont s'est déroulée la course? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, physiquement, j'étais prêt. J'avais fait une bonne préparation cet été quand j'étais encore au Canada. Mais du coup, j'ai délaissé les à côté. Donc notamment la nutrition, c'est vraiment sur ce point-là où en fait j'ai rien préparé du tout. Donc comme on le sait, l'UTMB ça part à 18h, et en fait déjà la journée d'avant, je me suis pas alimenté correctement. Donc je suis parti au départ, j'étais déjà faible en énergie. Donc ça a tenu de ravito en ravito jusqu'à Trian à peu près, peut-être même un peu avant, jusqu'à Champé. Tu te rendais compte que ça allait pas là en termes de nutrition? Ouais, j'étais vraiment. Tu te rendais compte dans l'instant, ou il a fallu Ouais. Non, je me rendais même compte dans l'instant. Donc en fait, même niveau moral, du coup, ça a commencé à m'affecter. Je savais que j'étais vraiment sur la réserve depuis le début, et donc au bout d'un moment, ça allait péter de toute façon. Et donc arrivé à Champé, ça allait encore, et dans la bosse entre Champé et Trian, là, toute mon énergie s'est dissipée, et donc voilà, je suis arrivé à Trian, à plat énergiquement et mentalement également. Donc voilà, après j'ai juste fini comme je pouvais. T'as envisagé d'arrêter? Non, j'ai pas eu envie d'arrêter parce que j'avais pas de gros pépins physiques, il y a rien qui m'empêchait d'avancer. J'allais juste pas à l'allure à laquelle je souhaitais, et puis je me rendais bien compte de la chance que j'avais de participer à cette course où les dossards sont quand même pas évidents à avoir. Donc voilà, je suis quand même allé jusqu'à la fin, même si je savais que mon objectif de temps ou de place était plus atteignable, mais je voulais quand même terminer. Ouais, tu voulais faire moins de 30 heures et t'as fait 32 heures, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, 32h33 et top 200, et du coup j'ai fini 287. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire ce que tu considères être tes points forts d'un point de vue physique, mental, et puis les zones sur lesquelles tu dois travailler, là, peut-être plus sur des configs de course un peu plus classiques que la Yukon, qui est assez atypique, mais dans un cadre un peu général de pratique
de course à pied? Ou est-ce que tu vois des zones sur lesquelles tu peux t'appuyer et d'autres sur lesquelles tu dois un petit peu plus bosser? Niveau point fort, je commence avec ça. Donc comme j'ai toujours grandi à la montagne, j'ai toujours fait du dénivelé. Il y a très peu de plats chez moi. Donc je pense que en montée, j'arrive à bien avancer quand même, comparé à la moyenne, on va dire. Et mon mental, je pense que l'armée m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais je sais que j'ai une énorme motivation quand je commence une course. Je sais que si j'ai pas de blessure grave qui m'empêche d'avancer, je sais que j'arriverai au bout. J'ai une motivation à terminer une course vraiment énorme. Quand je commence, je sais que je vais la finir. J'ai presque aucun doute là-dessus. Après, là où je peux encore travailler, c'est physiquement, c'est surtout sur les portions plates. Du coup, comme il y a peu de plats chez moi, c'est compliqué de bosser ça en fractionné ou en choses comme ça. Donc j'essaie de faire l'effort. J'essaie de faire l'effort là-dessus. L'année dernière, j'ai participé à un marathon. Donc ça m'a permis de faire une vraie préparation de marathon, de gagner en vitesse. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé sur les courses de trail. T'as aimé l'expérience? J'ai beaucoup aimé l'expérience, ouais. La préparation, compter ses kilomètres et tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et le marathon, même en lui-même, c'était une course rapide. J'avais jamais fait de course sur route auparavant. Ça a été ma première course, donc c'était le marathon de Calgary. C'était vraiment cool. Et donc j'ai même réussi à atteindre l'objectif de moins de 3 heures que je m'étais fixé en 2h59. Donc tout juste. Nickel. Donc je me dis à chaque début de saison, j'essaie de faire un peu un cycle rapide. De vitesse. Voilà, de vitesse. Donc c'est ce que je vais faire là bientôt quand mes jambes me le permettront. Parfait. Guillaume, je voudrais qu'on ouvre un volet professionnel que tu as déjà entrouvert tout à l'heure. Donc tu nous l'as dit, tu as été chasseur alpin, c'était entre 2016 et 2021. Est-ce que c'était un rêve de gosse que tu as concrétisé? Qu'est-ce qui te faisait envie? Alors je peux pas dire que c'était un rêve de gosse. C'était vraiment, j'ai fait toute ma scolarité, un peu collège, lycée, sans vraiment savoir en fin de compte ce que je voulais faire quand je serais grand. Et puis forcément après arrivé début terminal, faut choisir quelque chose. Donc quand j'étais plus jeune, j'allais aux portes ouvertes un peu du bataillon de Gap, du régiment de Gap. Donc voilà, je connaissais un peu ce milieu, ça m'attirait. Et puis il y a le côté montagne des chasseurs alpins vraiment. Donc je me suis dit allez, on va tenter l'expérience. Et par contre, je savais que je voulais les chasseurs alpins ou rien. Je voulais faire de la montagne. C'est surtout le côté montagne, plus le côté montagne que militaire qui m'attirait. Mais en combinant les deux, au final, ça a été une super expérience. Plus alpin que chasseur, quoi. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience qui, j'imagine, était très marquante? C'était 5 ans de ta vie, j'imagine, très intense. Qu'est-ce que tu as gardé dans ta construction personnelle? Là, ça t'a apporté quoi? Ça m'a permis de forger de très belles amitiés avec des gens que j'ai rencontrés là-bas. Même après 3 ans là, avec qui je suis pas à la toujours crèche. en contact et très bons copains. Non, qui étaient pas à la crèche. Et mais sinon après moi, quand je suis rentré à l'armée, j'avais tout juste 18 ans, je sortais du bac, j'étais en quelque sorte presque encore un enfant, et donc direct plongé dans le milieu militaire qui est très cadré, très les ordres, très hiérarchisé. En fin de compte, en 5 ans, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de maturité. Ça m'a vraiment fait grandir en beaucoup de points. Et puis après, au terme de mission, des entraînements, ça m'a apporté beaucoup de qualités comme l'esprit d'équipe, la rusticité, l'autonomie, même si on doit toujours savoir compter les uns sur les autres. Il y a aussi une partie autonome. Donc voilà, ce genre de choses très importantes dans la vie de tous les jours maintenant. Tu es aussi barman, tu t'intéresses au sujet de la restauration, et tu avais entrepris des études. Tu as mis ça de côté, en tout cas dans le cas de ton Yukon, pour pouvoir te consacrer pleinement à ta prépa. On aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que de manière générale, c'est le bon équilibre? En tout cas, ça te laisse le champ libre à ta pratique dans des proportions qui te conviennent? Ouais, donc j'aime beaucoup le milieu de la restauration. Donc je suis serveur barman. Et donc là, j'ai pas travaillé cet hiver, mais après, en règle générale, je travaille l'été. Et donc, ça me permet de toujours avoir la course à pied à côté. En général, je demande à travailler le soir. Donc, je travaille entre 15h et 23h.
Donc en fin de compte, ce qui me permet d'avoir une grosse demi-journée en début de journée pour aller courir, faire mes entraînements, ce que je veux. C'est vraiment un rythme qui me convient. Ouais. Le juste équilibre. Merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. On a été un peu plus vite que d'habitude, mais on a beaucoup de choses à se dire sur ta course qui nous intéresse aujourd'hui. On va passer à la rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser. La première d'entre elles, quelle est la plus belle chose qu'une personne a faite pour toi sans s'en rendre compte? Je pense que c'est donc pour la citer, c'est Martine. C'est la musher chez qui je suis ici, qui m'accueille au Canada. En fin de compte, donc j'ai déjà eu l'occasion de la remercier pour tout ce qu'elle faisait pour moi. Elle le sait, mais vraiment son expérience, son partage d'expérience. Je suis venu ici pour découvrir le monde des chiens de traîneau. Et en fin de compte, elle m'a fait découvrir bien plus que ça, avec les paysages d'ici, la vie ici en règle générale, le froid, comment on s'en protège, comment on l'appréhende. Et puis elle, après, avec toutes ses expériences de course en chien de traîneau qu'elle a fait, toutes ces péripéties, ces situations dans lesquelles elle s'est retrouvée, m'expliquer comment elle s'en est sortie. Et en fin de compte, c'est tout son savoir, toute son expérience qu'elle m'a partagée. Ça m'a aidé vraiment énormément pour comprendre la vie ici, survivre ici, et aussi pour ma course, c'est des situations dans lesquelles je me suis retrouvé, et donc de par son expérience qu'elle m'a partagée, j'ai su un peu comment réagir. Donc voilà, c'est vraiment m'offrir son temps et son expérience. Elle mériterait d'avoir un bouquin, Martine. Je sais pas si tu vois la série de bouquins Martine, Martine à la plage, Martine fait du vélo. Ah Martine oui, je pense, partage ses connaissances sur sa vie de musher. Ouais, bel hommage en tout cas, c'est chouette pour elle. Deuxième question pour toi, le moment précis où tu as su que ta vie ne serait plus jamais la même? Je pense que ça a été vraiment la séparation entre ma scolarité et le monde adulte, le monde du travail plus. C'est vraiment le jour des résultats du bac. Quand j'étais au collège et surtout au lycée, donc j'avais vraiment une très bonne bande de 3-4 copains. C'était vraiment les inséparables. On faisait tout ensemble, donc en cours et après, surtout après les cours, on allait toujours faire soit de l'escalade, du vélo, du ski, de la slackline, du ping-pong chez mon père, où on avait construit un terrain de badminton dans le jardin d'un copain. Donc vraiment, on était grands, mais sans les responsabilités ou les problèmes de grands qu'on a une fois à la vie d'adulte. Donc après, jour des résultats du bac, ça y est, on passe à une autre étape. C'est ça. Donc quand j'étais au lycée, c'est presque ce qui se rapprochait le plus de la belle vie. Et puis donc la vie est toujours belle après, bien sûr, mais différemment quoi. C'est un moment où on n'y reviendra pas. Parfait. Dernière question pour toi de questionnaire de Proust. La plus grande croyance ou certitude qui a changé au fil des années? Qu'est-ce que la vie t'a appris qui a fait changer une conviction profonde que tu avais? C'est peut-être au niveau de la confiance en moi. Donc je suis quelqu'un j'ai confiance en moi. C'est à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis. Pour un exemple précis, donc quand j'étais barman dans l'événementiel en 2022, avant de venir au Canada, j'avais créé ma propre entreprise en fait pour être autonome et aller faire des prestations à droite à gauche. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un bordel administratif. Désolé pour l'expression, mais vraiment c'est peu de le dire, ouais. Voilà, administrativement, je suis vraiment, c'est vraiment pas mon truc, c'est quelque chose que j'aime pas. Et donc après je suis venu au Canada, j'ai fermé cette entreprise, je suis venu ici. Et donc après entre-temps, j'ai encore grandi, gagné en maturité. Là, j'ai construit mon IDIT Alaska Project. Donc voilà, ça m'a fait grandir, et donc maintenant je me dis pourquoi pas pour plus tard refaire ce genre de choses, remonter une entreprise, entreprendre de nouveau quelque chose. Voilà, je suis en train de changer à ce niveau-là. Au Canada, c'est plus facile par ailleurs. Moi, j'ai vécu là-bas, c'est vrai qu'en termes administratifs, c'est quand même bien plus simple. Ah oui. Ouais, c'est clair que c'est plus facile, ouais. Merci beaucoup Guillaume. On va parler maintenant de ta course épique, la Yukon Arctic Ultra. Je vais la présenter. N'hésite pas ensuite à compléter ou à corriger à l'issue de celle-là. Donc la Yukon Arctic Ultra, c'est une odyssée glaciale de plus de 600 km dans ton cas, dans les paysages rigoureux du Yukon, dans le nord-ouest canadien. Connue comme l'une des courses les plus difficiles au monde, la Yukon Arctic Ultra confronte les participants à des conditions extrêmes, températures qui descendent en dessous de moins 40, bivouac nocturne en pleine nature et solitude absolue.
Cette course propose plusieurs formats. Il y a le format 100 miles auquel tu as pris part, tu nous le raconteras. Et l'épreuve ultime qui fait 608 km, ça c'est sur le papier, c'est la jolie théorie. Mais la réalité du terrain est un tout petit peu différente, malheureusement, et en défaveur des coureurs. Oui. Elle est ouverte à différents types de pratiques, donc on peut la faire à pied, à vélo, donc en fat bike ou à ski. Chaque mode de progression qui est imposant, bien sûr, ses propres défis. Donc pour les coureurs, il y a une poulka à tirer qui fait une trentaine de kilos. Dedans, il y a le matériel et la nourriture nécessaires. Et l'idée de passer 15 à 20 heures par jour, j'imagine, selon les coureurs sur des étendues gelées où la moindre erreur peut évidemment être fatale compte tenu des conditions, des températures notamment. Le parcours inédit cette année s'est avéré particulièrement difficile, notamment à cause du dénivelé. Il y avait plus de 11 000 mètres affichés contre 7 000 mètres l'année dernière, je crois. Donc c'est un parcours que les organisateurs n'avaient pas vraiment reconnu, en tout cas pour lequel ils n'avaient pas pleinement pris connaissance des conditions d'enneigement. En tout cas, je ne sais pas si elles étaient anticipables, mais ça a quand même changé la donne pour vous sur le terrain. Mathieu Blanchard l'a aussi bien expliqué. Cette année, vous étiez 38 à prendre le départ de cette course et vous étiez à l'arrivée seulement 3 coureurs. Vous aviez 12 jours maximum pour atteindre la ligne d'arrivée. Toi, tu as bouclé bien plus rapidement que ça et heureusement. À la lecture de cette présentation, j'imagine que nos auditeurs auront compris combien la Yukon Arctic Ultra est bien plus qu'une simple performance sportive, mais vraiment une lutte intérieure constante contre le froid, l'épuisement et le doute. Voilà, en gros, c'est un beau chantier, cette histoire. Ouais. C'est ça, un très beau chantier. Tu l'as dit, notamment pour la distance et le dénivelé, qui a été, voilà, c'était, on allait presque à l'inconnu. On avait une idée de ce sur quoi on était en train de se lancer, mais il fallait y aller pour le découvrir, quoi. Tu connais le podcast, maintenant c'est place à la question qui pique de course épique. Donc je vais être assez littéral pour une fois, c'est une question qui va directement concerner le Yukon. Tu vois, j'ai pas tiré un truc par les cheveux exceptionnellement aujourd'hui pour toi. Donc un vrai faux, 3 affirmations à te partager. À toi de me dire si elles sont justes ou non. Première d'entre elles, le Yukon est le seul territoire canadien où le soleil ne se lève jamais pendant tout l'hiver. Faux. Je vois le soleil durant l'hiver. Ah oui, bien sûr. Il me semble. Absolument, ouais, t'as raison. Bien que les journées soient très courtes en hiver, le soleil se lève toujours, contrairement aux régions qui sont plus au nord comme l'Arctique. Bien sûr, ouais. Bravo, ça commence bien. Oui. Deuxième question pour toi, Guillaume. Le Yukon compte plus d'orignaux que d'habitants? Il me semble que c'est vrai. Si je dis pas de bêtises, il bouge, il migre un peu d'une région à l'autre, mais il me semble que c'est vrai. Absolument, c'est une bonne réponse, bravo. Il y a 45 750 personnes au Yukon, c'est précis, mais on estime qu'il y a entre 65 000 et 70 000 orignaux, donc les moose, comme on les appelle là-bas. Donc c'est des majestueux cervidés qui sont donc plus nombreux que les résidents humains. Franchement, ça démarre bien, 2 sur 2. Vas-tu faire le grand chelem? Ouais, pas mal. Le Yukon donc compte sur son territoire le plus petit désert du monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? Le plus petit désert du monde, c'était faux. Je vais dire faux. Je pense qu'il y a des déserts plus petits encore. Écoute, la réponse est plutôt affirmative dans le sens où c'est le désert de Carcross. Je sais pas si tu as déjà entendu ce nom-là. Ah oui, il est considéré souvent comme le plus petit désert du monde avec une superficie de 2,6 km². Et oui, je suis allé le visiter en plus. J'y suis allé. Tu valides ou pas? Ou est-ce que mes sources sont pas bonnes? Non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. J'y pensais plus et oui, c'est vrai que j'y suis allé l'été dernier en plus pour aller voir ça. Bon, en tout cas, bravo. 2 bonnes réponses sur 3. T'as pas perdu ton sang-froid. Je suis très fier de toi, Guillaume. Merci. Je te propose qu'on passe désormais à ta course épique. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ce sera la Yukon Arctic Ultra. Avant ça, je veux juste que tu nous parles de ton installation et de ce qui t'a mené au Canada en 2022. Donc, je suis venu fin 2022 donc pour découvrir le monde des chiens de traîneau. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait vraiment. J'en ai jamais fait en France. Mais je savais que j'adorais les chiens. Mon père en a toujours eu, donc je me sens proche de ces animaux. Donc quitte à découvrir ce monde-là, autant venir directement dans le nord-ouest du Canada, là où ils sont présents. À la source. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pris contact avec Martine. Et donc elle m'a accueilli très gentiment chez elle pour me faire découvrir ce monde-là. À quel moment est-ce que tu as entendu parler de la Yukon Arctic Ultra pour la première fois? Est-ce que tu te souviens de ça? Et au moment de son évocation, quand on t'a expliqué un peu de quoi elle était constituée, est-ce que tu t'es dit un jour j'irai? En arrivant ici, je savais pas du tout que ce genre de course existait, la Yukon Arctic Ultra ou les courses polaires en général. Et donc c'est Martine qui m'a dit en discutant, je lui ai dit que moi je courais, que je faisais quelques courses de trail. Elle m'a dit tu sais ici donc il y a la Yukon Quest qui est une course mythique de chiens de traîneau ici.
Et donc juste après le départ des chiens, il y a l'Arctic Ultra, il y a des gens qui partent à pied pour faire le même parcours que les chiens. Et donc on a un voisin ici qui y a participé, donc elle m'a mis en contact avec lui, et donc c'est lui après qui m'a vraiment expliqué en quoi ça consistait, qu'il fallait tirer une poulka avec son matériel. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Je me suis dit waouh, c'est vraiment ouf comme course. Et donc je me suis un peu renseigné de mon côté aussi, et puis voilà, donc de fil en aiguille, je me suis dit allez, c'est parti, je suis sur place. Donc autant en profiter et tenter l'aventure. Tu t'es lancé donc en 2023 sur le format 150 km de la course, c'est déjà un beau petit morceau. Est-ce que c'était déjà dans l'idée de valider ce qui serait une étape intermédiaire vers le format le plus long, ou c'était plus exploratoire et déjà prendre la course sur ce qu'elle était et puis voir ta réaction et la façon de l'appréhender et à quel point ça pouvait te plaire? C'est ça, donc en 2023, il y avait le format marathon, 150, 430 et 700 qui étaient proposés. Donc les deux grands formats, je me disais déjà ouais, c'est beaucoup trop long pour une première, donc le 150 ça me convenait bien. Donc je l'ai vraiment pris comme une découverte. J'avais couru qu'un seul format 100 miles avant ça. Donc un deuxième avec ces paramètres-là, c'était déjà bien. Donc c'est ça, une découverte du milieu, du froid, d'un effort 100 miles. C'est ça. Mais après, je me projetais pas faire plus vraiment à cette époque-là. C'est plus tard, après, une fois que c'était terminé, quelques mois plus tard, où en y repensant, je me disais, j'aimerais bien approfondir ce sujet-là. J'aimerais bien approfondir ce genre de course. Donc je sais que j'y reviendrai pour faire un format plus long. Ouais. Qu'est-ce que tu avais tiré comme enseignement là de cette première expérience? Qu'est-ce que tu avais trouvé le plus exaltant et puis à côté de ça le plus difficile? Déjà la préparation en elle-même, j'avais beaucoup aimé de se préparer en tirant une poulka justement. Moi je m'entraîne en mettant une bûche dedans. Donc déjà je trouvais ça très rigolo de courir avec une poulka. C'est parce que on va pas du tout vite. Donc en fin de compte on court à basse intensité, donc c'est un effort que j'aime bien. Et puis après la course en elle-même, vraiment le côté aventure, le côté très éloignement. En fin de compte, il y a pas beaucoup de checkpoints non plus. Sur les 150 km, il y avait seulement 2 checkpoints. Donc on est très seul également. C'est quelque chose à laquelle faut être préparé. Que t'aimes pas spécialement d'ailleurs? Je m'y suis préparé du coup. Cette solitude. C'est ça. Je l'avais beaucoup subi lors de ce 150 km parce que justement, j'étais pas préparé, je m'attendais pas à passer autant de temps tout seul. Donc sur la fin de course, c'était très compliqué. Mais après voilà, c'est le genre de course qui se rapproche presque plus d'une expédition que d'une course, même si c'est cadré, mais j'avais beaucoup aimé ce modèle-là. Donc l'idée là, c'était de venir t'installer au Yukon l'hiver dernier spécifiquement pour te préparer à la course. Tu nous l'as dit, t'es parti en Colombie-Britannique ouais. Entre-temps. La démarche était vraiment liée à ta participation à la course? Ouais, bien sûr, c'est ça. J'ai recontacté Martine pour lui demander bien sûr si je pouvais revenir. Et donc elle m'a accueilli avec plaisir, et donc je suis revenu pour préparer cette course-là spécifiquement, ouais, sur la grande distance. Donc j'ai fait presque 5 mois de prépa spécifiquement pour la course. Tu vas nous raconter là la partie préparation. Est-ce que c'était facile d'accéder à peut-être des anciens coureurs ou à de la documentation, des médias, des articles, des choses pour essayer d'en savoir un peu plus sur la course, ou globalement est-ce qu'elle est assez peu documentée? La course est quand même pas mal documentée, ne serait-ce que juste son site internet. Déjà, je pense que on apprend pas mal de choses. Après, j'ai regardé un peu les anciens participants, les temps qu'ils mettaient. Puis après là, c'était un nouveau parcours cette année, donc c'est un peu compliqué de comparer les temps de l'année dernière avec ceux de cette année, vu que c'est un nouveau parcours. Mais après, j'ai un peu discuté avec mon voisin notamment, qui lui avait pas déjà participé. Mais après, globalement, j'ai fait une bonne partie de ma préparation seul, honnêtement, en me documentant de mon côté, et puis en discutant avec Martine beaucoup. En fait, le parcours qu'on a fait, c'est le parcours d'entraînement principal ici pour les chiens. Donc la route qu'on a empruntée, Martine l'a faite des dizaines et des dizaines de fois, donc elle a pu beaucoup me parler de ce nouveau parcours. Guillaume, donc ta prépa spécifique, elle a vraiment démarré après l'UTMB. Ça a été une prépa de 19 semaines, je crois. Ouais. De ce que j'ai compris, c'était
extrêmement structuré nécessairement, mais c'était organisé autour de blocs thématisés, très structurés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu menais ça à la baguette et puis les différents blocs, la façon dont ils étaient composés, et puis au sein de ces blocs peut-être les phases plus intenses et puis l'autre qui était plus dédié au repos et au relâchement? C'est ça, donc je suis mon propre coach. Je me fais mes propres entraînements de par l'expérience que je me suis fait jusqu'à maintenant. C'est ça. Donc en fait, j'aime bien fonctionner. Tu te factures toi-même? Oui, bien sûr, c'est important. C'est ça. Donc j'aime bien structurer vraiment et donc le rythme de 4 semaines où je fais 3 semaines intenses et une semaine de repos, de surcompensation pour le terme technique. Donc durant ces 3 semaines intenses, j'augmente l'intensité, les distances, le volume, crescendo, jusqu'à faire un week-end choc à la fin de ces 3 semaines pour me finir les jambes et ensuite partir sur cette semaine de repos. Passer à autre chose une semaine. Ouais. C'est ça. Voilà. Et puis après, comme ça, donc c'est bien parce que ça fait 4 semaines, ça fait à peu près un mois. Donc je peux structurer mois par mois exactement ce que je vais faire. Sur la partie mentale, est-ce que tu as eu beaucoup à travailler aussi, à t'emparer du sujet un peu plus spécifiquement? Je sais que tu as beaucoup bossé sur la visualisation notamment. Est-ce que c'est un Oui. domaine auquel tu t'es attaché vraiment avec beaucoup d'attention? C'est la première fois que je faisais ce genre de choses. Parce que niveau préparation mentale, bon, j'y connais pas grand-chose. C'est pas un sujet que j'ai vraiment approfondi. Donc j'ai fait moi ce qui me semblait pertinent. Donc c'est ça, comme tu l'as dit, la visualisation. Où j'essayais de me mettre, d'imaginer les situations compliquées dans lesquelles je pourrais me retrouver, et lesquelles je pourrais faire face. Donc par exemple casser du matériel, des températures qui chutent drastiquement d'un coup, perdre 15 degrés en 2 heures, c'est des choses qui peut arriver ici. Voilà, après la faim, la solitude, le sommeil, vraiment lutter contre le sommeil. C'est quelque chose pas vraiment qui se prépare mentalement, je dirais, mais le fait d'être dans l'inconfort permanent, il faut s'y attendre. Il faut savoir qu'on va être dans cet inconfort permanent et lutter contre ça, lutter contre cette envie que ça s'arrête. Parce que quand on est dans la course, en fait, on est humain. Quand on est dans une situation inconfortable, on a envie de repartir dans son confort. Mais voilà, se forcer à continuer. Tu es coureur amateur, tu n'avais pas de sponsor avant le départ en tout cas. Le budget, il est assez conséquent pour une course. Je crois que le dossard, c'est autour déjà de 2500, l'équivalent de 2500 euros, mais c'est qu'une partie du budget qu'il faut consacrer à une telle course. C'est quoi l'enveloppe globale? Et c'est toi qui es finalement financier intégralement ta participation à la course? Ouais, c'est ça. J'ai fait ce projet vraiment en solo. J'avais essayé d'aller démarcher des sponsors ou des partenaires l'été dernier, mais après sans succès. Quelques pistes, mais qui n'ont pas abouti. Donc c'est ça, un dossard, même plus, je dirais aux alentours de 2800, presque 3000 euros. Et puis après, bien sûr, tout le matériel qu'il faut se procurer pour cette course, comme un duvet -40, une doudoune d'expédition, la poulka en elle-même, la partie nutrition avec les lyophilisés, les barres, tout ce qu'il faut pour 12 jours, si on fait la course en 12 jours. Donc voilà, tout ça, ça peut conduire à une enveloppe pas loin des 10 000 euros, ouais. Tout le budget qu'on va passer pendant la préparation aussi. Donc voilà, ça peut grimper assez vite, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu là de ton matériel? En gros, de quoi sont faits les 30 kilos qui composent ta poulka? C'est quoi les grosses familles d'objets ou de choses qui t'accompagnent pour cette aventure? Donc l'organisation nous donne une liste du matériel obligatoire à avoir. Donc ça se compose un peu en 8 pages à 4, j'imagine. Voilà, à peu près. Je dirais qu'il y a vraiment le matériel d'urgence, le matériel de survie, qui est le duvet -40, la doudoune d'expédition et un système de communication satellitaire, type InReach ou téléphone satellite. Ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre, si on a un problème, de rester en vie jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher. Il y a de quoi démarrer un feu aussi rapidement, de ce que j'ai compris? Ouais, c'est ça, de la pâte inflammable. On craque une allumette dessus et ça prend directement, il y a plus qu'à mettre du bois et puis ça part vachement bien.
Après, un peu le matériel qui va nous permettre d'avancer. Donc des vivres pour 48 heures, un réchaud à essence, des raquettes, des chaînes à neige, voilà, ce genre de choses. On doit avoir 3 litres d'eau dans des thermos, une capacité de 3 litres. Et puis après, tout le matériel qui est un peu plus confort, je dirais. Donc un matelas pour s'isoler du sol quand on dort. Moi, j'ai un petit oreiller. Je sais que je préfère l'avoir, même si ça rajoute un peu de poids, mais sur la qualité du sommeil, ça va jouer pas mal. Voilà, une frontale, des chaussures de rechange, si besoin, voilà, ce genre de choses. On t'a vu pas mal sur des photos avec des patchs bleus façon Schtroumpf du Grand Nord. C'est quoi la vocation première de ça? C'est de protéger du froid ou ça a une autre fonction? C'est pour protéger du froid, pour protéger les extrémités, les pommettes, le nez. Ça marche vachement bien. Et puis moi j'en mets pas beaucoup, mais je sais que si on met un buff sur le nez pour protéger le visage, ça peut aussi protéger des irritations que après plusieurs jours, en fait, avec la condensation de notre respiration, ça gèle et donc ça peut faire des irritations au contact de la peau. Sur la partie nutrition, il y a aussi beaucoup de choses nécessairement avec toute l'énergie que vous déployez pendant ces journées. Oui. Vous avez quasiment 8000 calories par jour, c'est ça? Toi, dans ton cas? C'est ça, j'avais fait un entraînement de 100 km 5 semaines avant la course et où j'avais compté exactement le nombre de calories que j'avais consommé durant cette journée-là, donc j'étais aux alentours de 7000. Donc avec ça, après j'ai à peu près calculé ce que j'avais dépensé pendant la course et donc le nombre de repas, de bars qu'il fallait que j'emporte avec moi. Ouais. Donc tu avais 3 repas lyophilisés salés, c'est ça, 2 petits déj lyophilisés, puis ensuite des bars, des gels, du chocolat pour venir en complément? Voilà, c'est ça, c'est 3, donc tout en lyophilisé, 3 repas salés, 2 sucrés pour varier un peu les plaisirs. Après j'avais des barres protéinées en gaufrettes. Donc comme il y a pas d'eau dedans, ça permet à ce que ça gèle pas et pouvoir les manger directement. Des pâtes de fruits, des gels. Donc les gels, je les gardais contre moi pour le coup dans mon gilet que j'avais contre mon t-shirt. Et après des noix, du chocolat. Et donc ce qu'on a fait rire certains sur la course, j'avais une plaquette de beurre où en fait quand je faisais mes repas lyophilisés, je mettais directement des morceaux de beurre dedans pour augmenter les calories en fait, pour avoir plus de calories. C'était des calories faciles à ingérer quoi. Beurre doux ou demi-sel? Beurre salé. Beurre salé, parfait. Ouais. Et pas de glace, en revanche, t'as pas emmené de glace? Non, on me l'a conseillé. Ah ouais? On me l'a conseillé d'emmener des Mr Freeze parce que c'est beaucoup d'eau dedans, donc en fin de compte ça permet de rester hydraté. Ouais. Il y a du sucre. Et puis bah c'est facile à conserver quoi. Hein, donc je l'ai pas fait, mais peut-être pour une prochaine à essayer, ouais. Sur le sommeil, c'était quoi ton idée? Je pense que tu avais un peu pris comme référence Kilian notamment et son parcours dans les Alpes. C'était quoi ton idée? Et j'ai lu aussi que tu prévoyais en tout cas initialement de passer le plus possible de tes nuits à la Belle Étoile. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est avéré applicable en réalité? Ouais, c'est ça. C'est comme tu l'as dit, j'avais pris un peu en référence Kilian quand il a fait son Alpine Connection où il dormait 5h17 je crois par nuit en moyenne. Donc moi j'avais calculé, c'est ça, entre 2 heures et 6 heures par nuit. Essayer de faire des nuits un peu plus courtes pour avancer le plus possible. Et puis de temps en temps faire une vraie nuit de 6-7 heures pour repartir presque de zéro. Faire une espèce de routine comme ça. Essayer de dormir la nuit. C'est bête à dire, mais essayer de profiter de la lumière du jour pour avancer, parce qu'il y en a pas beaucoup. Donc privilégier de dormir la nuit. Quand tu dis la nuit, là, Guillaume, est-ce que ça veut dire qu'à 20h, tu dors ou est-ce que c'est essayer de repousser pour plutôt dormir entre 22 et 4 du matin? En général, du coup, j'ai dormi plutôt en fin de nuit à chaque fois. Je marchais jusqu'à minuit, 2h, des fois 4h du matin. Et en fait, le soleil, après, il se lève pas avant 9h, de toute façon. Donc, même si j'allais me coucher à 5h, de 5h à 9h, ça fait 4 heures de sommeil. C'est toujours la nuit, de toute façon. Donc voilà, ouais, privilégier de dormir la nuit. Et en deuxième partie de course, j'avais intégré des micro-siestes également, de 20 à 30 minutes, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et tu avais donc cette envie, en tout cas, de pas nécessairement monter des bivouacs systématiquement, c'est ça, en tout cas, sur le principe? Ouais, j'avais pas pris de tente. J'avais qu'un sac bivy
comme on appelle ça, un sac étanche qu'on met directement autour du duvet. Donc en fin de compte, c'était assez rapide à mettre en place et à se glisser dedans. Je m'étais chronométré en 12 minutes, je suis dedans, prêt à dormir. Et donc sur tout le parcours, il y a 9 checkpoints. Sur ces 9 checkpoints, il y en a que 2 où on était autorisé à dormir à l'intérieur. Donc au final, ça a fait pas mal de nuits à la Belle Étoile. Ouais, sur 7 nuits, j'en ai fait 2 dedans, donc 5 nuits au moins dehors. Ouais. Mathieu Blanchard prenait aussi le départ de cette course, comme chacun sait. Vous avez l'occasion, je crois, de faire connaissance et d'aller même faire une petite course, enfin en tout cas une petite sortie, tous les deux ensemble. Vous êtes livrés un peu chacun là sur vos aspirations, vos craintes. Vous êtes un peu raconté comment vous imaginiez ce qu'allait être la course. C'est ça. Donc on s'est rencontrés 3 jours avant la course, ouais, c'est ça, pour aller partager un petit run de préparation, un peu tester le matériel. Donc pour moi, c'était déjà une joie de pouvoir courir avec lui. Et donc c'est ça, on a un peu discuté, un peu comment on voyait la course au niveau du sommeil, de la nutrition, du matériel, la routine qu'on aimerait appliquer ou non, voilà, ce genre de choses. Au niveau du froid aussi, bien sûr, de la gestion du froid. Donc voilà, toutes ces choses, tous ces paramètres qui allaient rentrer en jeu pendant la course. Un partage d'expérience. Ouais, c'est ça. C'était, comme j'ai dit, pour l'amateur que je suis, c'était vraiment une expérience folle de pouvoir partager ça avec lui. Ouais. Dans quelle disposition tu te sens à l'issue de ta préparation? Est-ce que tu as l'impression que tu as fait globalement tout ce qu'il fallait? Tu as été quand même très assidu, tu as suivi quasiment à la ligne près ton programme. Est-ce que tout ça, ça te met dans des dispositions mentales qui sont quand même très favorables ou c'est impossible d'avoir quelconque certitude avant que ça démarre? C'est vrai que physiquement, j'étais très prêt. Je suis extrêmement satisfait de la préparation que j'ai fait. J'aurais pas pu faire plus sans prendre le risque d'en faire trop et de me blesser. Et donc vraiment au niveau de ma préparation, je changerais rien en fin de compte. Et donc mentalement ça aide. J'avais une bonne confiance au niveau de la course. Donc après plus de 600 kilomètres, c'est compliqué de se le représenter. Donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre. C'est bizarre à dire, mais j'étais pas surexcité à l'idée de prendre le départ non plus. C'est comme on peut l'être pour une autre course, mais je faisais mes affaires et puis quand le jour du départ allait arriver, il allait arriver. Et voilà, vraiment, je savais que ça allait durer longtemps, plusieurs jours la course, donc que j'aurais le temps de me mettre en route durant celle-ci. Qu'est-ce que tu viens chercher là sur cette Yukon? Il y a évidemment le dépassement sportif, mais c'est quoi ton moteur finalement d'entreprendre tout ça pour donner corps à cette course qui te fait rêver? C'est comme j'ai dit un peu précédemment, c'est vraiment l'aventure, le mode expédition dedans, même si c'est cadré, mais vu que cette fois je me suis préparé à cette solitude, en fin de compte presque je l'attendais pour me retrouver avec moi-même de nuit à marcher sur ces chemins et puis regarder les étoiles au ciel, vraiment ce silence qu'on expérimente très rarement finalement. Il y a toujours un petit bruit autour de nous, alors que là on met son bivouac, on dort et il y a rien, vraiment rien. Donc c'est très cool. Ça va être perturbant. C'est ça, ouais. Pour certains qui ont l'habitude de dormir en ville ou toujours avec du bruit, ça peut être perturbant de ne rien entendre. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime, donc c'était vraiment cool d'expérimenter ça. Et puis en fin de compte, peut-être on va en reparler, mais cette course, c'est une étape. Je l'ai vu comme une étape pour accéder à une autre course plus tard. Qui commence par Eddy, qui finit par Tarod, je crois, c'est ça? Voilà, un truc comme ça, ouais. Guillaume, c'est quoi le pire scénario là avant que la course démarre, le truc que tu ne veux absolument pas qu'il se passe? Casser ma luge, casser ma poulka. Il y a toutes les poulkas qui sont alignées avant le départ, pendant que nous on est dans un restaurant au chaud en attendant l'heure du départ. Donc voilà, moi ma luge, ma poulka, je l'ai confectionnée moi-même avec une luge que j'ai achetée et puis après des câbles, des tubes en PVC. J'utilise une ceinture de canicross que j'ai un peu remasterisée. Donc voilà, toutes les luges sont alignées avant le départ. Donc par inadvertance que quelqu'un marche sur un tube ou voilà que je dois changer. J'ai un tube de rechange, mais si je l'utilise dès le départ, après je peux plus prendre de chance pendant la course pour réparer ça.
Question que je t'ai pas posée là tout à l'heure juste sur l'avant-course. C'est quoi l'assistance possible s'il y a un truc qui se passe pas bien? À quel point vous pouvez être secouru et dans quel délai? Est-ce qu'il y a une grande variation selon l'endroit où vous êtes, ou est-ce que globalement des gens peuvent être auprès de vous en quelques minutes ou quelques heures à peu près partout? Ouais. Alors on est sur une route. En fin de compte, on est sur la Canal Road, mais c'est long et en fait il y a absolument rien le long de cette route. Donc si selon où on se trouve, si on a besoin d'assistance, qu'on vienne nous chercher, ça peut vraiment prendre un délai de plusieurs heures. D'autant qu'avant la course, ils nous avaient dit qu'ils essaieraient au minimum d'utiliser les motoneiges durant la nuit. Donc en fait, si on doit être secouru pendant la nuit, si c'est pas vital, en fait, ils vont attendre le matin avant de venir nous chercher. Donc faut vraiment être prêt à rester un moment sur place. Si on veut abandonner, en fin de compte, faut quand même se battre encore un peu avant d'avoir un endroit chaud et de rentrer chez soi, quoi. Guillaume, ça y est, on est le dimanche 2 février, c'est le début de l'aventure, tu te lances. C'est quoi ta première surprise au contact du réel? Le moment où tu te dis, OK, cet aspect-là, c'est pas exactement ce que j'imaginais, je l'ai peut-être sous-estimé, ou à l'inverse, peut-être des choses que tu as surestimées. Est-ce que tu as le souvenir un peu tes premiers moments d'étonnement par rapport à ce que tu vis? J'attendais pas avec grande impatience ce départ, mais en fin de compte, une fois qu'on y est, il y a toute l'excitation, on est entouré des autres coureurs, donc il y a cette espèce d'émulation qui naît en fait entre nous. Donc on prend une dernière photo au départ et puis après c'est parti. Je dirais ce qui m'a surpris, dans le premier kilomètre, dans les premiers 1 ou 2 kilomètres, en fin de compte, c'est que personne n'osait partir devant. Justement, vu qu'il y avait 600 kilomètres à faire, tout le monde marchait, personne n'osait vraiment partir en courant ou se mettre devant, alors que le début est très plat. Le début, on est sur un lac. Donc la trail était dure, c'était facile de courir, mais personne n'osait vraiment se mettre devant, partir. Donc c'était assez rigolo à vivre ce moment-là, ouais. Tu peux nous donner un peu le contour d'une journée type pour toi, globalement, sur les grands moments qui rythment ta journée? C'est ça. En fait, j'ai essayé d'instaurer une routine. Donc en fin de compte, mes journées étaient un peu toutes les mêmes. Donc c'était en commençant par se lever le matin, donc sortir de son duvet, faut quand même être rapide parce qu'on a eu des températures assez froides, moins de -30 tout le long de la course. Donc sortir de son duvet, déjà c'est un petit combat. Faut aller vite. C'est dans ces moments-là où avec les doigts à l'air libre, faut faire attention aux gelures. Donc voilà, sortir de son duvet, mettre ses chaussures, ranger son duvet dans le sac et puis partir directement. Moi, je prenais pas de petit-déj. Ou alors juste 1 ou 2 carrés de chocolat. Je parcourais 4-5 kilomètres, le temps de me réchauffer. Et une fois que j'étais réchauffé, là, je me re-arrêtais pour prendre un petit déj, pour prendre une lyophilisée. Et puis après, tout le long de la journée, en fait, c'est très pas monotone, mais c'est très redondant. On marche, je marche 5, 6, 8 kilomètres. Je fais une petite pause, je mange, je repars 5, 6, 8 kilomètres. Je m'arrête, je mange, je repars. De temps en temps une lyophilisée, de temps en temps juste des barres, un gel, des noix, du chocolat, voilà. Donc en fait toute la journée pendant des heures et des heures, c'est ça. C'est ce même schéma qui se répète encore et encore. Et donc par étape, on essaie d'arriver aux prochains checkpoints qui sont éloignés de 40 à 80 kilomètres en moyenne. Donc après quand on arrive au checkpoint, là on peut souffler un petit peu. On est au chaud, il y a un petit check médical qui est fait pour savoir si on a des gelures, si tout va bien. Et puis après, repartir de ce checkpoint vers le suivant et voilà. Et après, en fin de journée, quand la fatigue s'installe ou qu'elle est trop grande, de nouveau ressortir son duvet, se mettre dedans, essayer de faire ça vite pour essayer de pas se refroidir de trop. Et puis dormir quelques heures et puis recommencer le lendemain, quoi. Guillaume, donc là, on l'a compris, ça requiert une musique très précise pour pas te mettre en danger. Chaque seconde est précieuse. Il te faut combien de temps, ou il t'a fallu combien de temps, en tout cas, pour trouver tes automatismes? Tu vas basculer sur un truc machine, savoir précisément quoi faire dans à peu près toutes les situations
d'une journée, au bout de combien de temps tu fais tout quasiment de façon instinctive et puis tu intègres que c'est ton quotidien et que ça va être ça. Enfin voilà, il faut longtemps ou est-ce que c'est très vite ou est-ce qu'il faut quand même malgré tout une courbe d'expérience et il y a quelques heures ou une ou deux journées pour vraiment tout bien calibrer? Je pense que c'est arrivé assez vite. Peut-être sur le premier bivouac où voilà, on sait qu'on est dans la course, faut se décaler de la trail pour pas rester sur la piste, que peut y avoir des motoneiges qui passent. Donc se mettre sur le côté. Le premier, allez, maintenant on sait qu'on y est. Donc voilà, on fait le premier bivouac. Le lendemain, le premier réveil, on repart. Et en fin de compte, à partir de la deuxième, on est dedans, donc on sait déjà que ça va être ça. Puis moi, je m'étais pas mal préparé avant. Durant ma préparation, une fois par semaine, je dormais dehors le samedi soir en général. Donc j'installais mon bivouac, je me mettais dedans, je faisais ma nuit dehors. Et puis donc après c'était confort parce que je rentrais directement chez moi prendre le petit déj au chaud. Mais voilà, avoir ces automatismes là pour installer son bivouac, ressortir, remettre ses chaussures. Voilà, rien que ça déjà, le fait de l'avoir fait à l'entraînement, ça m'a déjà donné de la confiance. Et c'est ça, des automatismes où après j'étais assez rapide pendant la course pour faire ça. Ouais. Est-ce que tu connais des minutes de répit dans tes journées ou c'est un état qui par nature n'existe pas? Tu es obligé d'être à l'affût et sur tes gardes constamment. Et puis une extension de cette question, à quel point il y a de la place pour de l'émerveillement? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis que tu vis ta meilleure vie et que c'est une chance? Ou est-ce que tu es trop dans l'effort? Est-ce que tu es trop dans l'attention constante pour pouvoir t'autoriser ça? C'est ça, ouais. On est vraiment dans l'inconfort permanent, que ce soit vis-à-vis du froid, de l'effort physique, de la faim, ou même niveau mental, parce qu'il faut toujours penser à soi. Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai trop chaud? Est-ce que j'ai trop froid? Faut vraiment prendre soin de soi en permanence. Donc des moments de répit, je dirais qu'il y en a un petit peu quand on est au checkpoint, quand on est au chaud, quand on nous fait le check médical, c'est un peu réconfortant. Il y a quelqu'un qui est là, qui s'occupe de nous. Est-ce que ça va? Donc voilà, c'est un peu dans ces moments-là où on peut souffler. Mais après, vraiment, pendant qu'on est en train de marcher sur la piste, ouais, c'est quand même dur d'être bien, quoi. Et donc après, pour les moments d'émerveillement, bien sûr, il y a des moments de joie aussi, même quand on est sur la piste. Comme dans tout ultra, il y a des hauts et des bas. Donc en fin de compte, quand on est dans un haut, tout va bien. En fait, il y a plus de douleur. Et donc ça m'est arrivé, je sais pas, peut-être au 436e kilomètre, un truc comme ça, avant l'avant-dernier checkpoint. Tout allait bien. En fin de compte, je venais de manger, je venais de boire, j'étais bien réveillé. Et en fait, j'avais l'impression d'être au 2e kilomètre. Je pouvais recommencer à courir, j'avais plus de douleur nulle part. Donc ça a duré juste quelques kilomètres. Mais c'est fou de se dire que tout va bien comme ça et aussi loin dans la course. Donc c'est vraiment chouette. Et puis une nuit aussi où on a eu des aurores boréales. J'ai vu les vidéos complètement incroyables. Extraordinaire. Depuis 2 ans et demi que je suis au Canada, c'est vraiment les plus belles que j'ai jamais vues, sans aucune pollution lumineuse aux alentours. Et puis comme j'étais dehors en train de marcher, j'avais que ça à faire de les regarder. Donc j'ai pu en profiter vraiment. J'ai pu profiter de ce spectacle. Ouais, c'était vraiment hors du temps comme moment. Ça dure longtemps? Ça peut durer plusieurs heures, mais ça bouge assez vite. Donc en fin de compte, il y en a qui vont apparaître. Elles vont être très fortes pendant quelques minutes. Puis après, elles vont baisser en intensité. Et puis après, on tourne la tête de l'autre côté. Il y en a d'autres qui vont apparaître. Donc ça peut durer longtemps, plusieurs heures, mais durant ces plusieurs heures, ça va, ça vient, ça monte, ça descend en intensité, ça, voilà. Donc, mais ça tient éveillé la nuit, en tout cas. C'est bien d'avoir une stimulation extérieure à ce moment-là. Ouais. La navigation, à quel point c'est un sujet complexe? Là, il y a la piste. Est-ce que c'est relativement intuitif? Je sais pas s'il y avait du white out, des journées vraiment où avec très peu de visibilité. À quel point il y a le risque de se perdre ou globalement, tu t'es jamais retrouvé vraiment en difficulté sur le sujet de la navigation? Non, au niveau de la navigation, c'est assez facile parce qu'en fin de compte, comme je l'ai dit, on est sur une route et la route, il y en a qu'une. Il y a juste à aller tout droit. Et donc il y a des marqueurs le long de la piste.
Le seul endroit, c'était quand on est arrivé à Ross River, la communauté à la mi-course. Là, j'ai peut-être regretté un peu, il manquait des marqueurs pour arriver jusqu'au checkpoint dans le village. Donc voilà, donc j'ai quand même trouvé le checkpoint qui était au clubhouse de la patinoire. Mais voilà, sinon non, 99,9% du parcours c'est tout droit, c'est qu'une route et voilà. Guillaume, je voudrais qu'on parle aussi des coureurs et de la course en elle-même. Est-ce que vous vous croisez de façon très occasionnelle? Est-ce que c'est extrêmement rare? Alors vous êtes très peu et puis plus les jours avancent et moins vous êtes. Mais est-ce que c'est vraiment très exceptionnel? On viendra plus tard au moment où tu as croisé Mathieu sur la toute fin de la course. Mais est-ce que tu vois d'autres personnes au fil de tes journées où c'est vraiment complètement solitaire? Non, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps seul, mis à part le départ, vraiment, où on est tous ensemble. Mais après, ça s'étire assez vite. Ça forme des petits groupes. Puis moi, je me suis retrouvé assez vite à l'avant de la course. Il y avait juste Mathieu devant moi. Et même avec Mathieu, on n'avançait pas forcément à la même vitesse. Donc en fait, non, j'ai passé pas mal de temps seul. Sur les 180-200 premiers kilomètres, je voyais quand même régulièrement Mathieu. Parce que entre les checkpoints, il allait un peu plus vite que moi, mais quand il s'arrête, il fait une pause. En fait, je le doublais un peu. Puis après, il me redoublait derrière. Donc et puis à chaque checkpoint, on se retrouvait en fait. Parce que Mathieu s'arrêtait quand même plus longtemps que moi au checkpoint. Donc en fin de compte, quand j'arrivais, il était toujours là. Donc on avait le temps d'échanger un peu sur la section qu'on venait de faire et puis sur celle qui nous attendait derrière. Et puis après Ross River, on faisait un long aller-retour sur la North Canal Road. On faisait 130 km aller, 130 km retour. Et du coup, là, le peu de concurrents qui restaient encore à ce moment-là de la course, on se croisait. Donc j'ai croisé Armin qui a gagné en vélo. Et puis après, sur mon retour, j'ai croisé trois autres concurrents même. Et puis Mathieu quand je suis arrivé à Ross River de nouveau, lui qui partait pour la dernière section. Mais voilà, non, c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Et puis même pendant qu'on est sur le chemin, on n'a pas d'indication sur où ils sont. On n'a aucune idée s'ils sont loin devant, loin derrière. Donc en fin de compte, il y a quand même une bonne partie de la course qui se fait seule. Ça, le fait que tu puisses pas avoir d'idée des positions, c'est quelque chose qui te perturbe? Est-ce que c'est frustrant d'une certaine façon? Ou tu te concentres sur toi, ce que tu fais? Ouais, je l'ai pas ressenti comme frustrant ou quoi, mais c'est vrai que du coup, ça permet de se concentrer vraiment sur notre course. Parce que si on sait qu'il y en a un qui est allé 2 kilomètres devant, ça peut nous donner du boost pour aller le chercher, ou s'il est 2 kilomètres derrière pour éviter justement qu'il nous rattrape. Mais là, d'avoir aucune info à ce niveau-là, on est concentré vraiment sur nous, sur nos sensations, sur notre allure. Non, moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Tu croises pas trop de bénévoles sur le bord de la route qui disent sa tête de course est à 7 minutes? Non, pas vraiment. Guillaume, je voudrais qu'on vienne sur un moment particulièrement délicat de ta course. Elle a été complexe évidemment par nature, mais l'avant-dernière nuit, du samedi au dimanche, est-ce que tu peux nous en parler? Je crois qu'elle a été particulièrement délicate pour toi. Ouais, cette avant-dernière nuit, c'est ça a été la fin de l'aller-retour pour revenir à Ross River. Donc quand j'ai quitté le checkpoint où on faisait demi-tour, donc la veille, j'ai fait 26 kilomètres pour atteindre une cabine que j'avais repérée à l'aller. Donc j'ai pu me reposer quelques heures ici, je suis reparti à 9h du matin et en repartant de là, donc il me restait une bonne centaine de kilomètres pour atteindre Ross River et je me suis dit allez, on va tout faire d'une traite. On va essayer de pas se refaire d'arrêt dodo et pour arriver à Ross River et puis dormir là-bas au chaud. Et donc la journée s'est bien passée et puis après donc il a fallu faire une nuit complète pour atteindre Ross River dans la matinée le lendemain. Et cette nuit-là, c'est vrai qu'elle a été particulièrement intense de par l'aspect survie qu'il a fallu déployer à ce moment-là. Ça a vraiment été la nuit la plus froide. Donc c'était censé les températures étaient censées remonter en deuxième partie de course. Et donc ça a vraiment été l'inverse. Et donc je regardais le thermomètre sur ma Poulka, c'était -40, -42. Donc vraiment les arrêts devaient être courts, être précis sur ce qu'on faisait, vraiment rester le plus actif possible.
Et donc sur la fin, après, on longeait une rivière, la Pelly River. Et donc de là, pareil, donc ça monte, ça descend. Et donc dans les creux, bah ça fait des bulles d'air froide vu que l'air froid descend. Donc voilà, des bulles d'air encore à moins 45, moins 46. Je regardais plus le thermomètre à ce moment-là, juste je me concentrais sur avancer. Mais ça se sentait qu'on mais ça se sentait qu'on passait vraiment des bulles d'air froide, quoi. Donc voilà, il a vraiment fallu être fort, je dirais, pour continuer à avancer. D'autant qu'il y avait la fatigue qui rentrait en compte. Donc voilà, il y a eu quand même quelques éléments qui m'ont permis de tenir, comme par exemple, bah, j'ai croisé un coureur à ce moment-là. J'ai croisé Philippe Cowell. Vraiment, il est super grand, il doit faire 1m95, peut-être 100 kilos. Et du coup, bah, quand je l'ai croisé, ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Donc on s'est croisés, on s'est pris dans les bras, on s'est donné un peu comme de la chaleur pour continuer dans cette nuit. Et puis Une bulle de chaleur cette fois. voilà, c'est ça. Ça m'a vraiment aidé à donner un élan de motivation pour continuer. Et puis quelques heures après, donc je continuais à marcher. Et en fait, j'ai senti une odeur de fumée. Donc mais vraiment au milieu de nulle part. Donc je me disais comment ça se fait que c'est ça. Je me disais c'est peut-être mon cerveau qui me joue des tours. Et en fait, en regardant sur la droite du chemin, il y avait encore comme un espèce de petit brasier. Et bah du coup, bah je me suis précipité pour y aller. Et donc il y avait encore quelques braises. J'ai remis les bûches ensemble. J'ai réussi à refaire partir un petit feu. Donc du coup, bah c'était Philippe qui avait allumé ça. Le Donc cadeau vraiment, du ciel. ouais. Donc vraiment, Merci Philippe. je l'en remercie beaucoup pour ça. Et en fait, bah ça m'a permis d'avoir un petit peu de chaleur, de pouvoir me préparer un repas lyophilisé. J'avais faim depuis quelques kilomètres déjà. Mais du coup, voilà, j'ai pu manger un vrai repas avec un petit peu de chaleur et puis repartir ensuite dans des bonnes conditions sur cette fin de nuit qui a vraiment été très 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 intense, éprouvante, prenante mentalement pour continuer d'avancer, vraiment faire attention à soi, de pas se laisser mourir, quoi, en fait. Donc voilà. Et puis après, quand je suis arrivé à Ross River en fin de matinée, vraiment c'était presque la délivrance, quoi. Là, sur ces dernières heures de course, il y a eu quand même un certain suspense autour du fait que tu te sois rapproché significativement de Mathieu, où là, on sent qu'il y a potentiellement un duel qui se dessine. Est-ce que toi, tu changes d'état d'esprit à ce moment-là? Je crois que vous vous croisez, il repart avant toi, là aussi, de Ross River. Est-ce que tu as encore de la ressource à ce moment-là pour envisager d'aller peut-être le chercher sur une possible victoire, ou est-ce que tu l'envisages pas réellement? Non, honnêtement, je l'envisage pas vraiment parce que quand moi j'arrive à Ross River, voilà, je venais de faire une nuit blanche. Je savais qu'il fallait que j'aille dormir plusieurs heures avant de pouvoir repartir. Mathieu, donc lui, il repart. Donc globalement, je pensais vraiment m'arrêter au moins, dormir 5-6 heures, plus le temps d'arriver, de refaire mes affaires, de manger, tout ça. Donc je savais que j'allais potentiellement m'arrêter, un bon 7-8 heures. Donc ce qui faisait que Mathieu avait déjà 8 heures d'avance sur moi. Donc non, honnêtement, j'ai vraiment pas pensé à la victoire C'était pas jouable. ou vraiment aller chercher Mathieu. Et puis comme je l'ai dit, en fait, après une fois qu'on marche, on n'a aucun moyen de savoir où sont les autres. Donc en fait, j'ai appris qu'une fois que j'étais arrivé que Mathieu s'était longuement arrêté sur cette dernière section, mais pendant que moi je marchais, je le savais pas du tout. Donc en fin de compte, moi j'étais vraiment à mon rythme, atteindre l'arrivée et puis Quand tu sens que l'arrivée est proche, là, elle se compte en kilomètres ou dizaines de kilomètres, est-ce qu'il y a de la place pour de la nostalgie, ou est-ce qu'il y a juste de l'impatience d'arriver et d'en finir avec cette Yukon? C'est ça, c'est vraiment un mélange des deux, ouais, c'est le mot juste. C'est l'impatience parce que ça, après tout l'inconfort qu'on a vécu, mal dormir, manger que des plats préparés, on pense vraiment à que ça s'arrête et puis aller se remettre dans des bonnes conditions. Donc ouais, une impatience que ça se termine, mais en même temps, à partir du moment où j'ai passé la moitié de la dernière section, donc environ 40 kilomètres avant l'arrivée, je savais que j'allais terminer et du coup, je me disais vraiment profite de chaque kilomètre, d'être encore dans la course, d'être encore dans l'aventure, profite de chaque seconde et puis après tu auras tout le temps à l'arrivée après d'être joyeux, de fêter ça avec tes proches. Mais voilà, tant que tu es dans l'aventure, profite de chaque seconde, de chaque kilomètre, de vivre cette expérience.
Guillaume, tu conclus cette Yukon après 8 jours, 2 heures et 24 minutes d'efforts titanesques, on peut le dire. Ouais. C'est quoi le sentiment? Dans quel ordre tu les classerais entre fierté, bonheur et soulagement? Comment tu les définirais? Est-ce que c'est ceux-là d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont pas dans cette liste? Fierté, oui, déjà. Fierté d'être arrivé au bout de cette course. Quand j'ai compris qu'on allait être seulement 3 coureurs à la terminer, c'est vraiment une fierté de faire partie de ces gens-là. En plus derrière Mathieu, même si je suis derrière, mais c'est quand même une immense fierté d'être derrière lui. Bonheur, c'est ça, de fêter ça avec mes quelques proches qui sont là. Une immense vague de joie. J'ai un peu pleuré à l'arrivée, forcément. Ouais, c'était vraiment indescriptible. Et puis il y a une journaliste qui est venue me voir en me disant qu'elle était en live avec ma maman. Donc en plus ça a rajouté vraiment mes proches. C'est fourbe de faire ça, là, de faire pleurer, ça se voit. Voilà, mes proches en France qui me suivaient en direct, alors que c'était déjà la nuit en France. Mais voilà, donc c'était vraiment une joie comme j'avais encore jamais ressenti après un tel effort. Émouvant. Ouais, très très émouvant. C'est quoi la toute première chose dont tu as envie à l'arrivée? Là, tu te dis, OK, là, j'ai plus de contraintes. Maintenant, j'ai juste envie de ça. C'est quoi? C'est t'asseoir, c'est du chaud, c'est manger quelque chose, c'est dormir? C'est autre chose? Ouais, pas forcément dormir, mais je dirais plutôt, dans les moments compliqués, je pensais pas mal à la nourriture, en fait. Essentiellement au premier vrai petit déjeuner que j'allais manger le lendemain. Donc en fait, j'avais envie de lard fumé avec des patates cuites dans la graisse. Voilà, vraiment quelque chose de calorique et qui allait vraiment me redonner le sourire et me redonner vraiment de l'énergie, quoi. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec Mathieu à l'arrivée. Ouais. Vous vous dites quoi? J'imagine que cette course, elle crée un lien aussi tout particulier. C'est pas comme si tu partageais une course plus traditionnelle. Elle est tellement singulière et vous avez tellement connu un truc intense tous les deux. Et puis c'est dans des retranchements qui sont sensiblement les mêmes. J'imagine que ça vous rapproche aussi de façon presque intime. C'est ça, c'est ce lien, comme tu l'as dit. Et il m'a félicité, bien sûr, et il m'a dit voilà que maintenant on était liés par cette course. Et puis il m'a remercié aussi de l'avoir poussé à donner le meilleur de soi-même. Donc ouais, vraiment des mots très gentils envers moi que j'oublierai pas. Ouais. Qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir bien fait, Guillaume? Qu'est-ce qui explique ce qui a été quand même une réussite totale? On sent que tu as maîtrisé ta course au regard de sa difficulté et que tu n'as pas eu de pépins majeurs parce que tu as réussi à tout bien orchestrer. Qu'est-ce que tu penses avoir bien fait dans la course et peut-être même si on revient un peu en arrière, tu vois, au global, si tu portes un regard sur cette Yukon, qu'est-ce qui contribue à faire que tu vis la course de cette façon-là finalement et que tu termines à la 2e place? Je pense qu'il y a eu 2 choses. Il y a d'abord eu la gestion du froid par rapport à beaucoup d'autres concurrents qui ont été contraints à l'abandon vis-à-vis de ça. C'est, je pense, d'avoir été sur place pendant les 4-5 mois qui ont précédé la course. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu préparer et adapter mon corps pour ça. Et la deuxième chose, c'est, je pense, ma gestion au checkpoint. Depuis quelque temps, j'essaie, même dans des courses plus traditionnelles, de pas rester longtemps au ravito. Et donc là, les checkpoints, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais après, j'essayais de pas m'éterniser, de pas juste profiter de la chaleur éternellement. Voilà, j'essayais quand même de me dire bon c'est une course quand même, donc faut avancer. Donc je faisais ce que j'avais à faire au checkpoint, et puis après je me remettais en route assez rapidement. Ouais. Est-ce que cette course, elle s'est révélée plus difficile que ce que tu imaginais? Tu étais très documenté, tu t'étais vraiment imprégné de cette Yukon. Est-ce que au final, au révélateur du terrain, elle était plus difficile que l'idée que tu t'en faisais? En fait, bizarrement, je savais pas trop vraiment à quoi m'attendre parce que 600 km, je l'ai jamais fait. J'avais jamais dépassé les 200 km avant lors d'une backyard, donc vraiment pas le même format en plus. Donc au niveau de la distance, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'attendais de voir kilomètre après kilomètre comment j'allais réagir. Mais c'est vrai que ouais, c'était quand même assez difficile vis-à-vis du dénivelé. Donc quand on s'attend à ce qu'il y ait 7000 mètres et qu'au final il y en a 11 000, forcément on se dit que en fait ça va jamais s'arrêter de monter et descendre. On attend les portions plates, mais en fait au final elles arrivent jamais. Donc on attend toujours. C'est ça. Donc il a fallu s'adapter vis-à-vis de ça, un peu changer ses attentes pendant la course.
Mais après, on s'adapte, on crée une routine et puis la difficulté devient la routine en fait, devient normale. Et puis jour après jour, on avance. À l'heure du bilan, Guillaume, il y a quelle place pour le plaisir là dans cette expérience de 8 jours que tu as vécue? Est-ce qu'il est très marginal sur la totalité de cette expérience? Non, là tout de suite, je retiens quasiment que le positif. Forcément, je sais que ça a été dur. Pendant la course, c'est ça, on se dit qu'on va plus jamais le refaire, que c'est terminé. Mais voilà, maintenant c'est vrai que je retiens que le positif. D'avoir fait cette seconde place, c'est vraiment presque au-delà de ce que j'espérais. Donc que des bonnes choses et une immense gratitude à tous les gens qui m'ont permis de réaliser ça. Et puis maintenant, de partager ce que j'ai vécu avec tous ceux qui ont suivi ça. C'est vraiment que du positif maintenant. Et les auditeurs de Course Épique qui sont très contents de t'entendre, moi le premier. Guillaume, j'en profite, c'est une question rituelle du podcast. Une image que tu retiendrais de cette Yukon, s'il y en avait qu'une? Je pense que c'est les aurores boréales. Les aurores boréales, quand je suis reparti du checkpoint du demi-tour sur la North Canal Road. Vraiment, c'est une image après 5 jours de course qui revient et ouais, je peux pas m'enlever ces images de la tête, ouais. Est-ce que ton statut là de coureur amateur qui avait pas de sponsor a un peu évolué? Alors la course n'est pas finie il y a si longtemps que ça. Est-ce que tu as eu des sollicitations? Est-ce que c'est un statut qui pourrait t'amener peut-être à évoluer? J'ai eu quelques contacts. Donc après, pour l'instant, je peux pas en dire beaucoup plus. Mais donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais ça a déclenché des choses, en tout cas. Voilà. C'est ça. On va voir comment ça va évoluer dans les semaines, mois à venir. Et puis j'espère que ça va aboutir à quelque chose, oui. On te souhaite d'être bien entouré, en tout cas, Guillaume. Merci. Tu le mérites. Tu vas revenir, tu nous en as parlé au début de l'épisode, sur un de tes projets, là, qui te guide sur une distance encore plus longue. C'est peut-être le moment d'en parler d'ailleurs, mais est-ce que dans ton esprit, tu as envie de consolider en fait cette expertise assez spécifique finalement sur ces formats dans le grand froid et d'aller y chercher de plus en plus de performances, ou est-ce que tu veux vraiment garder ton jeu ouvert et aller continuer à faire des 100 miles plus traditionnels et des courses de trail ou d'ultra un peu plus classiques, ou est-ce que tu veux vraiment creuser ce sillon là sur lequel tu as commencé à avoir une référence très significative? C'est vrai que je me suis découvert sur ce genre de course extra longue et puis avec les spécificités qu'on lui connaît l'hiver avec une poulka. Après ça dure qu'un temps dans l'année, c'est 5 mois dans l'année l'hiver. Donc il reste 7 mois après où il faut faire quelque chose. Et puis j'aime vraiment tous les formats de course, que ce soit du 100 miles, même du 50 ou du 20 km en trail. J'aime même la route. L'année dernière, j'ai fait un marathon et puis je pense que j'aimerais bien en refaire un peut-être l'année prochaine. Je suis vraiment très multi-course, si on pourrait dire ça. Donc voilà, bien sûr, je vais continuer dans ce domaine-là pour mon projet que j'ai de course en Alaska. Mais après, je suis vraiment ouvert à tout type de course, tout type de format. Je veux en découvrir le plus possible. Tu peux nous parler là de l'Iditarod? Je crois que c'est aussi double détente, un peu à la façon dont tu as abordé la Yukon Arctique avec un format déjà bien costaud, mais qui aurait vocation à t'emmener bien plus loin. Voilà, c'est ça. Cette Yukon Arctic Ultra, c'est une course à part entière, vraiment une expérience qu'il faut vivre. Mais c'était une étape aussi pour m'emmener donc à l'Iditarod en Alaska, une course de 1600 km entre Fairbanks et Nome. Donc vraiment qui traverse l'Alaska du sud-est jusqu'au nord-ouest. C'est une très très jolie trace. Donc maintenant que j'ai fait 2 courses polaires, je peux maintenant m'inscrire pour l'Iditarod 350 miles, donc 540 km pour l'hiver prochain. Ça sera vraiment mon objectif de l'hiver prochain. Et pour l'hiver d'après, ça pourrait m'ouvrir la porte sur l'Iditarod 1000, donc 1000 miles, 1600 km pour le parcours complet. Impressionnant. J'invite nos auditeurs, s'ils le souhaitent. J'avais reçu Eric Basset, je ne sais pas si tu l'as écouté cet épisode, qui avait parlé de son Iditarod 1000, justement la version 1600 km dans l'épisode 105 de Course Épique. Donc voilà, si tu fallait piocher des infos, j'ai eu le plaisir de recevoir Eric il y a quelques temps. C'était il y a pratiquement 2 ans. La suite pour toi, Guillaume, elle s'écrit à titre un peu plus personnel au Canada, mais il y a un retour en France qui est programmé très prochainement. Ouais, c'est ça. D'ici quelques jours maintenant, la semaine prochaine, je vais rentrer en France
du côté d'Annecy pour l'été, profiter de ma famille, de mes amis, avant de revenir au Canada l'hiver prochain pour me préparer et participer à l'Iditarod. Et c'est reparti pour un tour. Guillaume, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager à nos auditeurs qui illustrerait ta philosophie de vie ou de ta pratique du sport? Ouais, ça va surtout être tourné vers l'Iditarod, ce projet que j'ai construit l'année dernière, en reprenant les paroles d'une chanson que j'ai pas mal écouté durant la Yukon Arctic Ultra. J'écoute pas mal de chansons françaises, donc je vais reprendre les paroles de Goldman qui j'irai au bout de mes rêves. C'est c'est en même temps Goldman, c'est quelqu'un que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant avec ma maman et que j'écoute encore maintenant. Et donc voilà, je pense que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce projet, au bout de ce rêve qui est l'Iditarod. Donc ça représente bien la philosophie que j'ai au niveau de ce projet. Ouais. Un petit clin d'œil à Jean-Jacques. Là où la raison s'achève, c'est là où tu vas aller. Voilà, Guillaume. C'est ça, toujours. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ta gentillesse. C'était très plaisant. Merci aussi de m'avoir fait vivre vraiment cette course de l'intérieur. Moi, j'ai l'impression d'avoir été avec toi dans le nord-ouest canadien pendant quelques minutes, un peu plus d'une heure. C'était incroyable. Bravo aux 3 finishers que vous êtes, Mathieu, Casper et toi, pour votre remarquable sens du dépassement. Vous avez mis des étoiles dans les yeux de beaucoup de monde. La course a été très suivie en France. J'imagine que tu l'as mesuré à ton retour, mais il y a eu un emballement incroyable et justifié autour de cette course. Voilà, vous nous avez vraiment fait rêver et suscité beaucoup d'admiration. Donc, prends tout ça pour toi aussi. Tu as contribué au même titre que tous ceux qui ont essayé de se lancer dans la course et les 3 finishers. Vous nous avez donné beaucoup de rêves, donc merci pour tout ça. Et puis, je te souhaite surtout de continuer à te réaliser. Tu as une trajectoire qui est très bien dessinée. Donc voilà, je te souhaite de pouvoir t'accomplir là-dedans, de trouver des partenaires pour ça aussi, qui n'hésitent pas à t'écrire. Voilà, n'hésitez pas à filer un coup de main à Guillaume pour qu'il trouve tout l'écosystème autour de lui pour réaliser ses rêves et aller au bout de. Je suis ouvert à toute proposition. À bientôt, Guillaume. Merci pour tout. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.